Merci. Alors, ça, c'est l'invité, mais non. C'est l'invité avant de recevoir Moudiata dans une, deux, trois minutes. Nous allons parler avec M. Prince Epenge. Bienvenue. Merci. Hier, on vous a vu être reçu par les hauts commissaires des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Oui. Vous avez été satisfait? Je ne pense pas qu'on participe à ces rencontres de haut niveau pour être satisfait. Quand on est politique, on porte un projet, on défend des idées, et on se bat pour des valeurs, et c'est ces valeurs-là qu'on va défendre. C'est ces projets dont on est porteur qu'on expose, en espérant que l'autre interlocuteur va accorder toute son attention, et c'est ce que nous espérons, parce que c'est le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui nous a reçus avec Mme Zerougui. Zerougui ou bien Bintou? Bintou, excusez-moi. Zerougui reste toujours là parce qu'il nous a fait passer des très mauvais moments. Zerougui. Zerougui, oui. C'est suite à l'inaction de cette dame-là que le Congo est dans cette situation difficile. Parce qu'il aurait dû peser de tout son poids pour que les vrais vainqueurs des élections de 2018, Martin Fayulu, puissent diriger le pays. Malheureusement, elle avait cédé au caprice de M. Kabila. Alors, je reviens à notre mouton. Et donc, nous étions, les messieurs, les hauts commissaires des Nations Unies, envoyés spécialement de New York pour rencontrer les personnalités politiques du Congo, étaient accompagnés de Mme Bintou Keïta, avec sous sa délégation. De l'autre côté de l'opposition, c'était la délégation de la coalition Lamoka. FCC. La délégation du FCC et évidemment la délégation de l'ensemble. Voilà, on revient à vous. Alors, la toute dernière d'ailleurs de la matinale, Moudiata. Bonjour à tous et bienvenue à ces rendez-vous d'actualité sur Télé 50. À la une de l'actualité, formation du nouveau gouvernement, selon le chronogramme révélé par le service de la nouvelle première ministre Judith Suminwa Tuluka et son changement de dernière minute, c'est aujourd'hui, vendredi 19 avril 2024, que se clôturent les consultations de différentes forces politiques membres de la majorité parlementaire. Après un tête-à-tête d'environ 1 heure, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains, Volker Turk, ont débuté une séance de travail élargie à leurs collaborateurs respectifs à la Cité de l'Union africaine. Assemblée provinciale de Kinshasa, l'audition de messages de campagne de candidats aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en RDC est programmée ce vendredi 19 avril 2024 à 10h dans l'hémicycle, a indiqué un communiqué de cette institution législative de la capitale. Et pour terminer, l'Iran a fait état de 3 explosions survenues ce vendredi à l'aube près d'une de ses bases militaires dans les centres du pays, dans la région de l'Ispahan. Si Israël n'a pas revendiqué l'attaque, plusieurs sources américaines ont rappelé que l'État hébreu avait prévenu Washington à l'avance de la frappe sans que les USA n'approuvent cette opération. Merci de votre confiance sans cesse à renouveler. Restez informés sur votre chaîne Télé 50 pour ne rien rater sur l'actualité. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, M. Prince Epenge, vous êtes là. Hier, on vous a reçu. Comment vous aviez évalué la situation des droits de l'homme dans votre propre pays? La situation des droits de l'homme dans notre pays, écoutez, évaluée parce que nous étions dans un cadre officiel, mais elle n'a plus besoin d'être détaillée, d'être décrite, parce qu'elle s'impose à nous. C'est la réalité, la dure réalité que nous concevons. Elle a évolué tous. positivement. La situation des droits de l'homme au Congo sous le régime de M. Félix Tshilombo est désastreuse.
Comment désastreux? Nous avons fait remarquer au commissaire des Nations Unies que le Congo est devenu un État de non-droit. Depuis que M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, 2019, la Mouka, on a perdu pas moins de 4 de nos militants tués par les forces que je qualifierais de désordre, par la milice politique de l'IDPS, qu'on appelle la force du progrès, abusivement d'ailleurs, qu'on appelle la force du progrès. C'est une force négative de régression. Depuis que Félix est là, il y a des dizaines d'opposants qui sont allés en prison. Des opposants assassinés. Des opposants dans des prisons. C'est le cas de mon frère et ami Mike Mkebaï, qui jusque-là est en prison pour une raison que nous ne connaissons pas. C'est le cas de Jama Kabound, qui, pour avoir dit des vérités, le régime de Félix Tshisekedi détestant la vérité, est en prison. C'est le cas également des militants de la Mouka. Et il y a d'autres opposants qui aujourd'hui sont en Europe, comme Salomon Kalonda et autres, très malades, du fait qu'ils ont été injustement emprisonnés. Depuis que Félix Tshisekedi est là, certains opposants sont privés de leurs moyens de déplacement, de la liberté de circuler librement, contrairement à ce que dit la Constitution. Il y a des opposants dont les passeports sont bloqués, comme moi, Prince Epenge. Jusque-là, aucune suite? Aucune suite. Mon passeport est toujours retenu à l'ANR, une année après. Et les messieurs ne tournaient... Monsieur Léon Mouladja de l'ANR ne veut toujours pas libérer mon passeport. Vous l'avez contacté personnellement? J'ai été 3 fois dans son bureau. Ils m'ont expliqué qu'il menait des enquêtes sur ma personne, que je suis un opposant radical au régime et que je ne peux pas quitter le pays sans que les enquêtes soient menées. Je me pose la question de savoir si... en fait, le passeport est un document administratif. J'ai les droits de l'avoir comme Congolais. Voyager ou pas, j'ai les droits d'avoir un passeport. Pourquoi 10 mois après que j'ai rempli le formulaire, que j'ai pris les empreintes, qu'un individu, un messier, qui se considère comme étant le plus puissant de la République, comme Kalev, maintenant du régime Félix Tshisekedi, M. Mouladja, bloque mon passeport. J'aurais été malade, je serais déjà mort. Parce que je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas accéder à de soins de qualité. Vous savez que Epenge, quand même, c'est une personnalité importante de ce pays. Je défends ce pays depuis pas moins de 21 ans, que j'ai sacrifié ma jeunesse, ma vie pour ce pays. Et on me prive les droits de me déplacer parce que l'ANR a dit on doit mener des enquêtes. Je ne suis pas un rebelle, je ne suis pas en contact avec Inanga. Je n'ai jamais... Mon combat, c'est un combat dans le système et non sur le système. En d'autres termes, je ne fais pas de l'opposition armée. Donc, ce sont là des cas qu'on a mis sur la table du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour lui dire que ça ne va pas. Il y a certains opposants qui aujourd'hui sont en exil, comme Franck Diongo. Vous le savez très bien. Il est en exil ou bien il est à l'hôpital malade? Franck Diongo en exil, je ne peux pas vous le cacher. Comment expliquez-vous? Il ne peut pas retourner. Vous avez vu une liste qui a été publiée ici de certains opposants qui seraient des mèches avec Nanga. Nous n'encourageons personne à aller faire la rébellion. Nous, on n'a jamais pris les armes. Mais pourquoi vous ne condamnez pas? Condamner quoi? Condamner les gens qui rallient Nanga. Qu'est-ce que vous appelez condamner? Mais il fallait que vous condamniez publiquement, en disant que non, nous condamnons tous ces jeunes qui rallient les terroristes du M23. Vous savez, heureusement, vous êtes un très grand journaliste qui est respecté par tous. S'il y avait un groupe qui pouvait faire la rébellion, qui avait la légitimité de faire la rébellion, c'était la Mouka, en 2018. Nous avions gagné les élections haut la main avec Martin Fayulu. Prince Epenge a été élu 2 fois député dans ce pays. Je n'ai jamais été proclamé. On nous a même dit que non, on n'avait pas atteint les seuils, alors qu'on avait atteint les seuils au-delà même des voies requises. Mais l'injustice dont on a été victime en 2018 a été une injustice, je dirais, généralisée. Non seulement on bloque Fayulu, Kabila prend le pouvoir, donne à Félix Tshisekedi, mais on rase, on prive à Martin Fayulu tous ses députés, à tous les niveaux. C'était une stratégie de l'humilier et de nous humilier par ricochet. On n'a jamais eu les réflexes d'aller faire la rébellion. Pourtant, on avait toutes les raisons. Parce que les frustrations ne sont jamais bonnes. L'humiliation n'est jamais bonne.
Et puis après cette injustice, Félix Tshisekedi, avec une facilité que parfois je m'interroge, s'il s'expresse, souvent quand il parle, il dit « Ah, vous êtes opposition à péter ». Alors qu'on a joué notre rôle de républicain. On a fait une proposition de la loi électorale, la loi organique, si la CENI. On a fait une proposition de calendrier électoral. On a fait une proposition de la composition de la CENI. Félix Tshisekedi a dit que ce sont des torchons, ça ne les concerne pas. Ça, c'est une opposition qui se respecte. Parce qu'en démocratie, l'opposition ne peut que parler, dénoncer et faire des propositions. Nous les avons faites. Toutes les propositions faites ont été ignorées. Quand Félix nous qualifiait de l'opposition à péter, en réalité, pour lui, l'opposition forte, l'opposition à Makassa, c'est l'opposition armée. Donc aujourd'hui, à comparaison, si on met en relief Nanga avec son opposition militaire, armée, et Fayulu et Penge avec notre opposition que je qualifierais de citoyenne, une opposition démocratique, l'opposition à Makassa, c'est Nanga. Oui, à péter, c'est Bisso, parce que nous, on propose. Malheureusement, la réalité est dure. Choisir, c'est renoncer. Quand on a choisi la démocratie, c'est qu'on a renoncé au recours à des moyens non conventionnels, non démocratiques. Donc, par ricochet, nous condamnons également par le fait que nous faisons les choix. Nous restons presque esclaves des principes démocratiques. Malheureusement, est-ce que Félix Tshisekedi lui-même est un démocrate? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand vous regardez son comportement, comment il viole systématiquement les lois, comment il a maintenu certains ministres à la fois députés et ministres au gouvernement, alors que la Constitution interdit les cumuls, alors même que la Cour constitutionnelle, une semaine plus tôt, a dit où on est ministre, où on est député. Félix Tshisekedi dit quoi? Il a créé, il a inventé son truc à lui, c'est pour où est-ce qu'il a trouvé ça? La volonté du peuple et la loi suprême. Alors que la volonté du peuple est déjà raffermie dans la Constitution, coulée dans ce qu'on appelle la loi fondamentale. Il n'y a pas une autre volonté du peuple en dehors de la Constitution. Lui-même a prêté serment sur base de la Constitution. Mais il dit que la volonté du peuple est au-dessus de la Constitution. Mais la Constitution, c'est quoi? C'est l'expression légitime même de la volonté du peuple coulée sous forme de ce qu'on appelle la loi fondamentale. Donc Félix Tshisekedi est dans la confusion. Parfois, je me demande comment il peut être entouré de conseillers qui sont payés 30, 40 000 $ pour sticker, ce n'est pas les pompes chaque jour, alors qu'ils ne l'aident pas. Mais au demeurant, c'est lui le chef. Machiavel disait, les chefs ne devaient pas compter que sur les talents de ses collaborateurs. Les chefs doivent d'abord compter sur ses propres capacités à analyser et à anticiper. Donc, bref, on a décrit cette situation-là, on a démontré au commissaire que le Congo était devenu un État de non-droit. Mais c'est une situation qui est appelée à changer. Et nous sommes prêts à contribuer pour que ça change, nous de la MOCA, nous de la D2 Congo. Donc, c'est de mon parti, nous disons, comme la Bible le dit d'ailleurs, la justice élève une nation. La situation dans laquelle on est ne peut pas mener le développement. Les Congolais sont divisés. Les tribalismes bas sont pleins. La politisation de l'administration, la politisation des services de sécurité. Aujourd'hui, dans l'armée, il y en a qui parlent en langue. Dans la police, il y en a qui parlent en langue. Ce n'est pas normal. Mais parlant en langue. S'il y a quelque chose que nous reconnaissons de Mobutu, c'est l'embryon de l'unité, qui n'a pas créé, hein, il faut le dire. Cette unité est venue de Kimbangu. Lumumba l'a repris à son combat et l'a consolidé. Mobutu est venu, a mis sa couche. Malheureusement, Félix Tshisekedi est en train de faire voler en éclat l'unité. Autrefois, quand nous étions étudiants, moi j'étais étudiant à l'UNIKIL. Moi, je ne me retrouvais pas dans les groupes de TT là, moi. J'étais avec mes frères Louba de l'Équateur et tout ça. Je me trouvais d'ailleurs beaucoup plus à l'aise qu'avec les TT là. On ne se demandait jamais, au homme où j'habitais, homme 10, homme 20, jamais je me suis posé la question, qui est autour de moi? Il est de quelle province? Il est de quelle tribu? Mais ces réflexes-là, sous Félix Tshisekedi, sont devenus presque les réflexes conducteurs. Tout vient de cette affaire-là. Moi, j'ai été un des jeunes qui était souvent très reçu, alimenté par Papa Etienne Tshisekedi Mulumba. Sous le cabinet de ABTO, vers sa mort, et même sous Albert Moleka. Tshisekedi était beaucoup plus à tout moment. Regardez les hauts cadres qui étaient autour de lui. Le Mvwemba, Ngele Foto, le Olengankoy, le Fang Djongo, Chalupa. Il y avait une diversité de gens détenus autour de Tshisekedi Mulumba qu'on se demandait qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Et pourtant, il avait l'idée d'épaisse.
Oui, il y avait quand même beaucoup de gens de sa tribu. Mais Tshisekedi Etienne travaillait plus avec les gens d'autres provinces, en ce sens que tout le monde se sentait à l'aise autour de lui. Mais après sa mort, ce n'est plus le cas. Donc nous voulons contribuer à ce qu'il y ait unité, il y ait cohésion. Parce que sans cohésion, il y a beaucoup sans d'exilés unité, politiques. nous ne pouvons pas avancer. Il y a Franck Diongo, tel que vous l'avez dit. Il y a, outre Franck Diongo, il y a qui? Excusez-moi? Les exilés. Il y a Franck Diongo, il y a... Même Mvouemba, je ne le vois plus en circulation. Jean-Claude Wemba. Loubaya, je ne sais pas où il est maintenant. Loubaya. Il est aussi à l'extérieur. Ce sont potentiellement des gens qui risquent de rester là-bas jusqu'à la fin du régime. Même notre frère Salomon Kalonda. Et je ne suis pas certain qu'il rentre au pays. Mais après qu'il ait raté de si près la mort. Bref, il y a un climat de terreur. Ce qui choque, c'est quoi? C'est que mon grand frère Félix Tshisekedi doit à un moment donné s'arrêter. Tout homme dans la vie, il faut évaluer. Tout ce que l'on fait, il faut évaluer. Mais j'ai l'impression que Félix aura du mal à avoir ce temps d'évaluation, ce qui est dangereux, parce qu'il n'est entouré que des fanatiques. Et j'ai l'impression que Félix adore d'être adulé. Ce culte de personnalité où on va, vous avez vu quelque part là, où les gens ont mis Félix dans une salle, et on dit, les sauveurs, tu es les dieux, les Moïse du Congo et tout ça. Et Félix se trouve tellement bien dans ces eaux-là, que c'est dangereux, parce qu'on a vu ça avec Mobutu, nous connaissons la fin. On a vu ça avec Kabila, nous connaissons la fin. Tout pouvoir corrompt. Tout pouvoir absolu peut corrompre. Alors absolument. Aujourd'hui, vous parlez de Félix Tshisekedi. Je vous ai suivi jusqu'à ce que vous demandez à ce qu'il y ait même un dialogue avec lui. On n'a jamais refusé de discuter avec Félix Tshisekedi. Vous voulez discuter sur quoi? Écoutez, discuter si l'insécurité qui bat son plaid à l'Est. Remarquez très bien que partout où Kagame passe, Kagame dit Félix Tshisekedi doit respecter les accords. Mais quand Félix est ici, il a un autre langage. Il dit je n'ai rien signé avec Kagame. Si, il a signé, il s'est dit des choses entre lui et Kagame. Nous voulons bien aider à ce que le Congo sorte de ce chaos. Mais jusque-là, Kagame n'a jamais prouvé ses accords. Vous pouvez dire qu'il doit respecter les accords, mais pourquoi il ne les met pas sur la place publique? Point n'est besoin d'être Albert Einstein pour savoir que Félix a signé quelque chose avec Kagame. Donc il faut que les vérités soient dites. L'origine de cette crise, en tout cas, la dimension que la crise a atteinte aujourd'hui, il y a des cartes qui sont cachées aux Congolais. Dernièrement, ça spécule que Félix est au Rwanda. Et jusqu'à aujourd'hui, ça spécule énormément. Alors que Félix a été la nuit au Rwanda pour raconter Bill Clinton. Ils n'ont jamais prouvé ça. Ils n'ont jamais prouvé ça. Et la présidence n'a jamais confirmé. Mais, et savez, même RTBF a démenti. À Lingala, on dit aussi que Maï Ningana pas battu. Et quand on connaît un peu les comportements parfois amphibiques de Félix Tshisekedi, il y a de quoi se demander s'il n'a pas été au Rwanda réellement. Il y en a qui disent l'avoir vu, il y en a qui disent qu'il a même été pendant 2 heures, qu'il aurait raconté Kagame et Bill Clinton. Bref, c'est un comportement, ce sont des rumeurs, je les appelle des rumeurs parce que je n'ai pas encore la confirmation, qui sont de nature à décourager les ferveurs internes. Prince Penge s'est fait arrêter ici devant l'ambassade du Rwanda, dans ce combat pour réveiller Félix Tshisekedi de sa torpeur politique, en lui disant arrêtez de marcher avec Félix de Kagame, arrêtez de négocier avec lui, arrêtez de signer des contrats économiques, des contrats militaires. L'aéroport de Goma que vous avez donné au Rwandais, ça va se retourner contre nous. 3 ans durant, Félix était copain avec Kagame. Dieu merci aujourd'hui, et je les félicite comme républicains, que Félix Tshisekedi change finalement de posture, adopte les discours de Fayulu, adopte les discours de Penge et dit au monde entier que Kagame est le fossoyeur de la République. Ça, je suis d'accord avec lui, vaut mieux tard que jamais. Mais maintenant, il faut qu'il aille très loin. Parce que tantôt, je ne négocie pas avec Kagame, tantôt, je vais négocier avec Kagame. Tantôt, il a été au Rwanda, tantôt, il n'a pas été au Rwanda. Vous savez que les miroirs des oreilles chez nous, les Bantous, chez moi au Kasaï, on dit les sorciers peuvent aller faire ces mystiques en pleine forêt équatoriale, les villages saura. Donc, si Félix est au Rwanda réellement, comme les gens le disent, ça va se savoir, croyez-moi. Alors, discuter de quoi aussi? Discuter du chaos électoral. Regardons-nous en face. Si Papa Etienne Tshisekedi Wamouba était vivant, lui qui s'est battu pendant 30 ans pour la démocratie, serait-il fier de ce simulacre d'élection que son fils vient de donner aux Congolais pendant 7 jours et 7 longues nuits? Déjà tapé sur l'ordinateur numéro 20. 7 jours de suite.
Est-ce qu'on est fier de ça? Et à l'issue d'un tel chaos, qu'on se dise on a été élu avec 73%. Est-ce que Félix est-il à l'aise? S'il est réellement fils de Tshisekedi, idéologiquement, je dis bien idéologiquement, parce que je doute fort. Parce qu'un fils idéologique fait ce que son père idéologique faisait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que si Etienne Tshisekedi était vivant, il serait le premier opposant de Félix Tshisekedi avant Prince Epenge? Discuter de ça. Et de cette discussion viendra quoi? Pourquoi on insiste sur le fait qu'il faut que l'on discute pour retrouver la cohésion, retrouver l'unité, mais aussi tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour préparer les réformes. Réformer est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorant. 2006, on a tous pleuré les élections 2006. 2011, avec Félix Tshisekedi, Jacques Chabani, Augustin Kabouya, nous avons tous pleuré. Félix Tshisekedi avait même pris l'engagement de ne jamais appeler Kabila président. Parce que, disait-il, c'était un usurpateur, un imposteur qui avait sa place en prison. Après 2011, on n'a pas tiré les conséquences. Comme dit Albert Einstein, on ne peut pas faire les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, et s'entendre à un résultat meilleur. Là, nous sommes en train de tourner en rond, comme disait Kofi Olomide, tout ça qu'on rond-point. Si Félix devait entrer dans l'histoire, n'ayant pas été élu en 2011, et a organisé un chaos pour se maintenir dans une élection qui n'a donné ni vainqueur ni vaincu, nous allons vers 2028. S'il veut entrer dans l'histoire, il a intérêt à ce que les réformes soient opérées. Mais les réformes ne peuvent être opérées qu'après avoir fait une autopsie du chaos qu'il y a eu, tirer les conséquences. Regardez ce que nos amis sénégalais ont fait, mon cher ami. Regardez mon ami, notre jeune frère Diomaye Faye qui vient d'être élu au Sénégal. Vous croyez que les Sénégalais méritent mieux que nous? Vous croyez que les Sénégalais ont plus de dignité que les Congolais? Vous croyez que le peuple sénégalais mérite mieux que le peuple congolais? Oui, notre peuple est parfois hésitant, permissif, assez mou, assez négligent. Notre peuple accepte tout. Le prix du carburant monte à la pompe. Le peuple dit oui, mais Kabri Mati. Et puis les soirs, bon, tout ça, c'est de côté. Les prix du pain augmentent. Même l'IPMATI, mais tout ça, de toute façon, il n'y a pas de Zambakosala. Même les Rwandais prient, hein, mais ils savent se battre. Les Américains prient parfois plus que nous. Il y a des Américains qui donnent 10 millions de dollars comme offrande, hein, comme dîme. Mais ils prient quand il faut prier. Les Soudanais ici prient aussi les diaïs. Mais quand il faut marcher pour un prix du pain, ils marchent. Les Congolais, il n'y a pas de courant. Oui, mais Nzambe va faire quoi? Nzambe va aller dans une cabine. Nzambe va acheter un transformateur. Jamais, ça n'arriverait pas. Il n'y a plus de Nzambe Agosala. Dieu a déjà fait, il nous a donné tout. 100 000 mégawatts de potentialité. 80 millions de terres arables. Plus de 2 millions de kilomètres. Quelle faune, quelle flore, avec tout ce que vous pouvez avoir comme potentialité. Et on parle de lithium ici. On va fabriquer des piles, mais avec quelle expertise? Est-ce que vous savez que le professeur de l'université, papa, moi quand j'étais à l'université de Kinshasa, le professeur que je voyais à 50 ans, très beau, bien, relativement bien, avec un salaire modique de 2000 $ à l'époque déjà. Aujourd'hui, après 15 ans, les profs ont tellement vieilli. Et ce qui est frappant encore, c'est quoi? C'est la pauvreté dans laquelle les professeurs meurent. Les professeurs d'université. Les professeurs d'université meurent comme des clochards. Pourtant, c'est un métier de prestige. Voilà. La recherche n'existe plus au Congo. Mais sans la recherche, comment on va innover? Regarde nos téléphones, ça c'est quoi? C'est le fruit de la recherche. Pourquoi on est fier d'avoir un smartphone, un iPhone? C'est le fruit de la recherche. Mais combien on a investi dans la recherche? Donc toutes ces questions-là ne peuvent pas y arriver si les fondamentaux ne sont pas parfaits. Regardez les téléphones dont vous disposez. Vous avez l'argent. Regardez les téléphones. Je ne comprends pas. Les téléphones dont vous disposez. Il a fait quoi? Ce que vous appelez l'argent. Vous dites tout. Mais, vous dites tout. Non, mais écoutez. Regardez les téléphones. Deux téléphones. Écoutez. Prince Epenge. Vous connaissez les responsabilités qu'Epenge a. Combattant de la liberté. Oui, mais vous ne travaillez pas. Un jeune panafricain. Je travaille avec les jeunes sénégalais. Je travaille avec les jeunes burkinabés. J'anime des conférences aux États-Unis à partir du Congo parce que, comme vous le savez, on m'a bloqué le passeport et je ne peux pas voyager. Epenge est président du parti politique Action pour la démocratie et le développement congolais de Congo en sigle. Je suis président d'un parti politique
porte-parole d'une grande coalition politique Lamuka. Mon téléphone, c'est un ordinateur aussi. C'est un outil de travail. Ce n'est pas pour entrer sur TikTok et voir, c'est pas ce que vous pensez. Je travaille 24 heures sur 24. J'ai même perdu mon travail. J'ai travaillé pendant plus de 18 ans. Oui, mais le travail avec lequel j'ai nourri mes enfants. Donc, c'est un outil de travail. Oui, mais et ça donc, dépasse, alors. il y a beaucoup de Congolais. En ce moment, je suis en train il y a beaucoup de Congolais qui souffrent. Vous en pouvez vendre ce ce téléphone, aller... En ce moment, mon partenaire de Congo est en train de s'implanter partout parce que Penga a beaucoup d'ambition. Vous avez vu ce que les jeunes Sénégalais ont fait. Dans ce pays, nous devons créer la révolution. Créer la révolution. Et aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires, il y a des Congolais conscients qui sont dans des banques, qui sont dans l'administration, qui disent à Epenga, je termine, qui disent à Epenga, vous menez un combat loyal, un combat pour l'intérêt général. Prenez ce téléphone. Non, oui, bien sûr. Il y a des Congolais un téléphone de 15 il y a déjà un Congolais qui a acheté une voiture pour Prince Epenga. Il y a un Congolais qui a acheté des chaises. Hier, il y a un Congolais qui a sorti pour acheter des chaises pour mon partage de Congo. Il y a un Congolais qui a acheté une table qui est venue dans ma réunion, à des Congo, dans mon siège triomphal, qui a dit cette table ici ne mérite pas d'être là. Je ne suis pas politique, mais le combat que vous menez, c'est un combat. Vous savez, en France, pour que De Gaulle gagne la guerre, un simple, je crois, caporal, pour qu'il gagne la guerre, il n'avait pas de ressources. Les Françaises ont vendu les habits pour soutenir De Gaulle. Les Françaises ont vendu les bijoux pour que De Gaulle mène la résistance. On ne fait jamais la politique avec son argent, à moins qu'on soit un voleur. Et ceux qui voyaient là, les ministres et tout ça, tous volent pour financer la politique. Même Donald Trump aux États-Unis, milliardaire qu'il est, 70% de l'argent qui va financer sa campagne vient des dons et des legs. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour appeler à tous les Congolais qui veulent que les changements arrivent au Congo. Par la voix de Prince Epenga, puissent contribuer, puissent venir au sein de la DD Congo. On est en train de chercher des sièges dans toutes les provinces parce que nous croyons aux valeurs que nous portons, nous croyons à l'idéal des changements. Les changements pour lesquels on s'est battu avec Félix Tshisekedi n'est pas arrivé parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont devenus nouveaux riches, qui sont dans la recherche de l'X. Aujourd'hui, la nation tout entière est bloquée. À cause de quoi? De l'union sacrée. L'avidité, pas de gain, la recherche de l'ICRE. Les fait qu'aujourd'hui, des forages. Vous avez vu un forage qui coûte en moyenne, j'ai un expert au sein de la DD Congo, je vais vous l'amener ici, hydrographe, spécialiste en matière d'environnement, qui m'a dit qu'il vient de construire des forages à Mongafula, des bons forages, mais là, à 8 000 $. Ce ne sont pas des forages thermiques. Hein. Ça veut dire quoi thermique? Non, avec des panneaux solaires, traitement et purification de l'eau. Là, c'est 200 000 $. Ça, c'est le langage des escrocs. Un escroc, quand il vient, non seulement il met une belle cravate et une chemise à 5 000 $, mais il vous raconte sa vie comme ça. Vous savez, j'ai vu un conseiller au ministère des Finances qui dit « Oui, mais vous parlez de puits, c'est idiot. » Ah bon? Un puits, c'est un langage idiot. Oui, parce que... Un forage au Kenya, construit à plus de 60 mètres, parce que la construction d'un forage dépend également de la profondeur, dépend également de la qualité et des moyens d'alimentation de la pompe. Même si vous mettez tout ce qu'ils ont dit là, vous n'arriverez pas à 80 000 $. Impossible. Qu'ils nous expliquent par quelle magie un forage a coûté 297 000 $. Escroquerie d'État. C'est vraiment des pratiques dignes de Pablo Escobar. Et nous allons faire tout pour que l'argent rentre dans la caisse de l'État. Ces gens qui mettent des lunettes à 3 000 $ et qui nous disent que non, ils ont étudié à Harvard, ils ont étudié à Cambridge, ils vont plus bouffer l'argent de l'État comme ça. C'est le changement qu'Epenga promet, changement que Fayoul promet. Bientôt, un expert viendra vous dire ici qu'aucun forage ne peut coûter 297 000 $. Un forage à Mongafula, il y en a déjà ici. À Kinshasa, à 7 000 $, 8 000 $, 5 000 $. Oui, mais ce sont des eaux usées. On dit qu'il faut forage de 30 mètres cubes. Et là, 30 mètres cubes, si vous voulez forer, par mètre cube, c'est 500 $. Fois 30 mètres, vous avez affaire à 150 000 $. Tout seulement. Écoutez, je vous ai dit que le coût du forage tient compte également de la profondeur. La nappe phréatique a plusieurs couches. Vous arrivez dans une couche où l'eau n'est pas encore de qualité, vous continuez à percer. Peu importe la raison. Je vous dis, même s'ils vont percer à 1 km, ce qui n'arrivera pas, ça ne peut pas coûter 100 000 $. Je vous dis, au sein de mon partage du Congo, j'ai des experts. J'ai un hydrographe, nous prenons rendez-vous. Il y a des gens qui peuvent financer l'émission. Je vous l'amène ici. Il va vous expliquer tout. C'est une escroquerie à la manière des Siciliens, des Italiens. Ça ne passera pas
malheureusement, M. Kazadi, vous savez quoi? On ne nomme pas un ministre des Finances n'importe quoi. M. Kazadi est un ami personnel de Félix Tshisekedi. Je suis convaincu, nous sommes convaincus au sein de la Mouka, que Félix devrait être au courant de ces ajustements. Il a gardé là pendant des gouvernements, ce n'est pas pour rien. On l'a fait passer. Vous savez qu'il y a une affaire d'achat de véhicules pour équiper les ambassades de 5 millions. Donc M. Kazadi est venu défendre son petit frère qui était membre des concessionnaires où il a dit oui, j'ai fait un paiement. Mais remarquons aussi une chose. Terminé. L'Observatoire de la dépense publique au DP l'a dit. Le ministre des Finances est spécialiste des paiements en urgence. Il a fait un saut de mouton. La chaîne de dépenses n'est plus jamais respectée. J'ai travaillé pendant 18 ans. J'ai soumissionné. Ici, les sociétés comme Indienne, Eurobank et les autres, j'ai participé avec Chaloupa dans des contrats ici où on partait, on proposait notre performance et on appelait. Pourquoi ces contrats-là n'ont pas été soumis à l'appel d'offres public? Vous savez, on dit que la concurrence bénéficie aux clients. Je donne un exemple simple. Permettez-moi, c'est une chaîne. Vous savez que votre chaîne de télé 50 a remplacé la RTNC. La RTNC, vous ouvrez la RTNC, c'est la guerre de Kabouya que vous voyez du matin au soir. Allez-y. Aujourd'hui, c'est télé 50 qui nous permettent, nous autres. Félix a fait 5 ans, 6e année. Je ne suis jamais passé sur la RTNC. Sous Kabila, je suis passé plus de 3 fois. Pour vous dire combien la situation est en train de se dégrader. Quand une maman vend le beignet dans votre coin, si elle est seule, les beignets, vous allez voir, 100 francs, c'est un peu comme juste une bulle d'air. Mais si vous avez 3 mamans qui sont au coin, quand il y en a 3, il y a la concurrence. Chacune d'entre elles voudra faire des très bons beignets à un prix réduit. Les beignets de qualité. C'est comme ça qu'on dit la concurrence bénéficie aux clients. Ici, les clients, c'est l'État. L'appel d'offres, c'est ce qui est dans la logique de dire l'État doit travailler, mais économiser également. C'est-à-dire que quand on lance un appel d'offres, il y a 4 ou 80 entrepreneurs qui arrivent, qui concourent. Chaque entrepreneur amènera son prix et une qualité, et l'État va choisir, aura un éventail de choix. Mais quand M. Kazadi va voir, c'est pas qui vous dit, bon, amenez-moi ça, on signe vite fait, c'est l'État qui paie. Parce qu'il tente d'expliquer aux gens qu'il a fait gagner à l'État de l'argent. La meilleure façon de faire gagner à l'État de l'argent et gagner à l'État également la qualité, c'est de faire un appel d'offres pour qu'il y ait plusieurs sociétés qui arrivent, qui puissent montrer de quoi ils sont capables. Et en ce moment-là, l'État va choisir le meilleur produit et aussi le meilleur prix. Malheureusement, l'ODEP l'a dit, près de 40% des dépenses qui sont faites par M. Kazadi. C'est toujours en procédure d'urgence et sans appel d'offres. Et ces ajustements-là, Félix ne va pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Il est au courant parce que même la présidence, avec Guilhem Niembo, avait signé un contrat de 58 millions de dollars pour renouveler les chariots automobiles de gré à gré. Alors que dans la loi, c'est vrai qu'il y a une catégorie des choses qui ne peuvent pas être soumises à l'appel d'offres, mais les chariots automobiles de la présidence devraient nécessairement passer par l'appel d'offres pour que plusieurs offres puissent être mises sur la table pour que l'État économise son argent. Malheureusement, le régime ici continue à s'inscrire dans les antivaleurs qu'on a combattus sous Kabila. Le changement n'est pas là. Voilà pourquoi Epenge appelle les Congolais avec la DD Congo et la Mouka à dire nous avons une nouvelle offre politique, nous avons des valeurs qu'il faut forcément partager avec vous. Merci. Et faisons tout pour qu'il y ait des réformes. Parce que les élections à venir doivent apporter les changements. La culture, c'est tout de suite avec Bob Mbongo. Tout de suite.